D'abord, je voudrais vous remercier d'abord de votre invitation et Annick en particulier que je suis depuis longtemps sur ces sujets et dont je connais le professionnalisme et l'engagement. Et du coup, j'ai été très honorée en tout cas d'être invitée, donc merci. Alors, moi, j'ai un parcours très rapide qui vient du monde de l'entreprise, alors pas du tout du monde du textile, puis de la communication, la publicité. Je suis passée ensuite en ONG, j'ai travaillé près de 15 ans à la Fondation Nicolas Hulot sur les sujets à l'époque émergents de ce qui était l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire. Et aujourd'hui, j'ai une double activité, une activité d'accompagnement sur les sujets d'économie circulaire des organisations avec une entreprise qui s'appelle Reset the World. Et je m'occupe aussi du développement d'une école pour dirigeants qui s'appelle l'école de dirigeants du leadership du cœur, en disant qu'on ne changera ce monde que si on renforce ce qu'on peut appeler notre intelligence du cœur au sens large. Mais je n'irai pas plus loin. Mais tout ça étant très lié malgré tout. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Anne, justement, l'économie circulaire, est-ce que tu pourrais un petit peu nous la définir? Qu'est-ce que c'est exactement? L'économie circulaire, j'allais dire, c'est une évidence, en fait, l'économie circulaire, normalement. Normalement, c'est une évidence. C'est une évidence parce que c'est, pour le dire très simple, le modèle économique qui nous permettrait de ne pas regretter ce que regrettait Annick tout à l'heure, c'est-à-dire la surconsommation, le gaspillage, les pollutions, etc., de toute industrie, l'industrie textile étant dedans. Donc c'est pour ça que, si on veut faire très simple, c'est que c'est une évidence. Avant de donner la définition, même si je ne sais pas comment on peut donner une autre définition, on peut en donner plein des définitions techniques, mais j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte pourquoi l'économie circulaire, c'est une évidence. Et je préférerais rester sur cette définition. En fait, on a un petit sujet, environnementalement parlant, qui s'appelle le dérèglement climatique. Bon, un petit sujet au-delà de tous les autres. Qui va devenir un gros sujet. Donc, un énorme sujet, évidemment. Donc, c'est un sujet qui, bien sûr, on s'en passerait bien. Hein. On n'a pas besoin de ce sujet en plus, mais malheureusement, il est là. Et juste sans vous asséner de chiffres, mais l'extraction des ressources naturelles. Tiens, je vais vous faire un petit sondage. Est-ce que vous savez, à vous, Annie, qui nous écoutez, combien l'extraction des ressources naturelles en général représente en termes de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre? Combien de pourcentage? Je vous lance le débat dans le chat directement. Je donnerai la solution après. Donc, en tout cas, c'est beaucoup. Je vous donne ça exemple. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si on prend en compte les éléments du dérèglement climatique, on peut imaginer qu'on a des enjeux énormes face à nous. Aujourd'hui, un Français émet 10,8 tonnes d'équivalent CO2 par an. Si on croit qu'il faut suivre l'accord de Paris et que si on croit qu'il faut aller pour limiter le réchauffement climatique, alors en 2050, on devra émettre 2 tonnes. Donc on est à 10,8 tonnes, on devra émettre 2 tonnes. Donc autant vous dire que l'enjeu est énorme. Et je vois, merci à tous ceux qui ont répondu. Donc, ça va de 15% à 80%. Alors, forcément, il y en a qui ont une bonne réponse. Juste l'extraction des ressources naturelles, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et si on prend l'extraction, la fabrication et la fin de vie, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que l'usage ne représente que 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, bravo à Sylvie Verret, à Valé Ria et quelques-uns qui avaient la bonne réponse. En tout cas, c'est pour vous dire, sans vous asséner de chiffres, de se dire que si on considère que le dérèglement climatique est un sujet, alors l'enjeu, c'est de ne quasiment plus, ou en tout cas, réduire évidemment de façon drastique nos extractions de ressources naturelles. Donc, l'économie circulaire,
c'est le modèle économique qui nous permettra demain d'avoir un niveau de vie évidemment confortable, de faire feu de toute créativité, mais en éliminant ou quasiment l'extraction des ressources naturelles. Il faut qu'on arrête d'avoir une courbe d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, d'évolution d'extraction des ressources naturelles et d'évolution de la croissance qui sont parallèles. Donc, c'est ce modèle économique-là dont on parle. Anne, c'est très clair, donc ça c'est l'objectif à atteindre, mais comment on fait concrètement? Alors, comment on fait? Une des solutions, c'est de ne pas attendre l'upcycling. Une des solutions, c'est évidemment d'éco-concevoir tout ce que nous fabriquons. Donc ça, c'est la première chose, d'éco-concevoir tout ce que l'on fabrique pour être des produits ou des services, mais en tout cas des produits qui soient non polluants, désassemblables, démontables, upcyclables, réparables, et que l'on crée des boucles quasi infinies pour qu'on n'ait plus besoin d'extraire. Et l'upcycling est une partie extrêmement importante là-dedans, parce que normalement, si on avait fait de l'éco-conception depuis longtemps, on devrait pouvoir upcycler tout ce qui a déjà été extrait. Mais évidemment, et ça j'imagine que vous allez être nombreux à le dire, aujourd'hui ça n'a pas été éco-conçu, donc ça n'a pas été éco-conçu pour avoir des choses qui soient non polluantes, qui soient désassemblables avec des monomatières, etc. Et donc on peut très difficilement les remettre dans des boucles. Donc l'économie circulaire, c'est la création de boucles normalement quasi infinies. Autre définition de l'économie circulaire, on a un modèle devant nous qui nous donne les définitions de l'économie circulaire tout le temps, toute la journée, c'est la nature. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Tout sert à quelque chose. Rien ne sert à rien. Donc, le meilleur exemple d'économie circulaire, c'est la nature. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de concevoir tout pour que la valeur de la matière soit maintenue quasi indéfiniment. Très clair. Ça, c'est l'économie circulaire. Alors, l'intitulé du talk, c'est « Avenir désirable des entreprises et des territoires ». Comment, je redis sur le comment, les entreprises et les territoires peuvent travailler ensemble sur cette économie circulaire et sur cette éco-conception? Alors, d'abord, je pense en prenant en compte l'idée, pendant le dernier siècle, on va dire, ou en tout cas la dernière moitié du dernier siècle, on nous a mis dans la culture que finalement le progrès, c'était d'avoir tout ce qu'on voulait quand on voulait, au prix où on voulait, et que ça, on appelait ça le progrès. Aujourd'hui, je pense que travailler ensemble, c'est redéfinir la notion de progrès. Redéfinir la notion de progrès pour les territoires, pour les entreprises, parce que le progrès n'est pas ce qui va être le plus consommable, le plus jetable, le plus de croissance jetable. Donc, comme les entreprises et les territoires peuvent poursuivre ce même objectif d'avoir un impact positif et non pas d'avoir un moindre impact négatif, les collectivités et les entreprises peuvent réellement réinterroger la notion de progrès, réinterroger la notion d'innovation ensemble des flux de matière, puisque le territoire voit ces flux de matière. Toutes les matières ne sont pas extraites du territoire, de toute manière, évidemment, ça se saurait si on était autosuffisant surtout. Mais on a des flux de matière énormes, donc le territoire voit ces flux de matière, soit des flux entrants, soit des flux sortants à travers les déchets, et les entreprises ont aussi besoin de flux de matière. Donc la première chose, et c'était dit tout à l'heure, le mot était dit, c'est d'abord coopérer. Coopérer pour comprendre et connaître où sont les flux de matière, comment on peut les utiliser, comment on peut les réutiliser, comment on peut partager ce qui existe sur le territoire et réinterroger cette notion de progrès. Donc, pour moi, l'opportunité de l'économie circulaire, c'est vraiment de donner du sens à ce que connaît la collectivité, c'est-à-dire les flux de matière, et ce dont ont besoin les entreprises, qui sont aussi ces flux. Coopérer pour mieux savoir et travailler ensemble. Anne, si je peux me permettre, le monde de l'entreprise, c'est un monde de compétition. Comment on fait travailler des compétiteurs? Comment on les fait collaborer ensemble, en fait?
Ceux qui sont Alors, antinomiques, en fait, par définition. alors, moi, c'est mon côté très optimiste et très positif, donc j'y crois. C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais j'y crois pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a plus le choix, en fait. Donc, je pense qu'à partir du moment où on va se rendre compte que de toute manière, c'est plus une option, ceux qui gagneront et ceux qui seront compétitifs sont ceux qui vont être les plus créatifs dans dans la coopération et dans cette nouvelle intention du progrès. C'est ceux qui auront… Regardez aujourd'hui tout ce qui est développé pour les usages. Essayez de trouver des nouveaux usages, y compris pour le monde du textile. Qui l'eût cru qu'on pourrait imaginer d'avoir des usages de la location, d'avoir de la réutilisation de produits, de la vente en particulier. Mais on nous aurait dit ça il y a 10 ans, on nous aurait dit non, mais attendez, ça c'est pour les pauvres. D'accord ? On ne va pas oser quand même acheter des produits et des vêtements déjà portés. Ce n'était pas cette notion du progrès. Aujourd'hui, on a ce développement. Et du coup, l'idée à partir de là, c'est que en réinventant, en remettant de la créativité, de l'innovation sur quelque chose qui culturellement ne l'était pas, alors il y a des entreprises qui prennent des marchés et qui captent les marchés. Ben, c'est ça, je pense, me semble-t-il, les entreprises qui gagneront demain sont celles qui anticiperont ce qui est inéluctable. Très clair. Anne, on a 2-3 questions dans le chat. Je pense qu'on va les prendre. Avec plaisir. Une question de Karine. Quelles sont les sources de vos chiffres concernant l'émission des gaz à effet de serre? L'ADEME. Tout simplement. Oui, oui. Attention, je ne parlais pas de l'extraction des ressources naturelles que du textile. Hein. Je parlais de l'extraction des ressources naturelles globales. Hein. Que je me sois pas mal entendue. Pas de contresens. C'est pas limité évidemment au textile, mais c'est énorme. C'est quand même la partie la plus énorme. Parfait. Une question de Sylvie Véret. Faut-il revoir l'idée de la propriété selon vous? Alors, je pense que c'est un des enjeux de la créativité. Oui, la solution, enfin, si on peut dire, parce que j'aurais pu commencer mon intervention en disant « Bienvenue dans le monde de la complexité ». Celui qui va dire que tout ça est d'une simplicité à toute épreuve, je lui souhaite bon courage. C'est évidemment pas simple. Ceci dit, un des sujets, et ce que l'on voit, c'est que évidemment, développer l'usage et donc remettre en question la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais réétudier plutôt la propriété de l'usage, si ça veut dire quelque chose. En tout cas, l'achat de l'usage, oui, c'est une innovation et c'est une piste éminemment sérieuse, voire quasi la plus sérieuse. Très bien. Une question de Katia qui est assez technique. Intégrez-vous la culture des fibres textiles dans l'extraction des ressources naturelles? Et intégrez-vous quoi? La culture des fibres textiles dans l'extraction des ressources naturelles. Oui, 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 oui. Enfin, là, j'ai pas les détails de ce chiffre, hein, mais on peut. Voilà, là, c'est tout ce qui est extraction des ressources naturelles. Pour vous donner les chiffres, on a triplé en 50 ans. On a triplé. On a triplé. Je vais y arriver. Au plan mondial, l'extraction des ressources naturelles. On est passé de environ 35 milliards, je le redis de mémoire, 35 milliards à 90 milliards. Milliards de tonnes d'extraction de ressources naturelles par an. C'est énorme. C'est 10 tonnes dans le monde et 20 tonnes pour les pays que nous sommes, les pays occidentaux. Très clair. Anne, moi j'ai une question très pragmatique. Imaginons que je suis une entreprise, je veux me mettre à l'économie circulaire, à l'éco-conception. Qu'est-ce que je peux faire de manière très pragmatique, par exemple demain ou la semaine prochaine? Et je pense que c'est changer sa façon de penser. D'accord. Alors là encore, c'est facile à dire, hein, derrière mon écran. Je pense que comment peut-on imaginer concevoir des produits en se donnant comme objectif qu'ils soient désassemblables, non toxiques, réparables, réutilisables et que la valeur de la matière soit maintenue le plus longtemps possible.
Donc, une image, parce qu'en général, elle parle bien, une image, c'est de concevoir des biens comme des banques de matériaux. Vous voyez, dans une banque, ce qu'on met à la banque, ça a de la valeur. Donc, disons-nous que ce que l'on conçoit, qu'est-ce que je dois faire pour que ça ait de la valeur quasi indéfiniment. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans sa conception? Qu'est-ce que je dois faire dans son mode de vente, d'usage? Est-ce que je dois aller vers l'économie de l'usage, du partage, de la location, etc., pour que la matière garde sa valeur le plus longtemps possible? Donc, l'éco-conception, c'est d'abord des questions à se poser et évidemment des questions techniques. Je sais que dans le textile, pour en avoir discuté avec Annick il y a quelques années, c'est des enjeux extrêmement complexes. Je le sais. Je ne suis pas une spécialiste du textile, mais je sais que c'est complexe. Mais malgré tout, si on veut vraiment éco-concevoir, il faut se donner comme objectif de créer, de concevoir des banques de matériaux dont la matière va être ad vitam aeternam ou quasiment garder sa valeur. Très clair. Anne, une entreprise doit être avant tout rentable pour payer des salariés. Comment on peut être éco-rentable? Et pourquoi ne le ferait-on pas? Alors, moi je redis ma question, c'est comment? Ma question c'est toujours sur les comment en fait. Je comprends très bien l'idée, mais effectivement, concrètement aujourd'hui, je t'en prie, vas-y. Juste pour répondre, je pense que c'est une idée reçue de se dire que d'être éco et rentable n'est pas possible d'être ensemble. Évidemment, le modèle existant et les lobbies existants nous incitent à nous dire que ce n'est pas possible. Mais dans tous les secteurs d'activité, on dépense énormément en recherche et innovation. C'est un investissement énorme pour une entreprise. Pour une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on fait de la recherche et innovation qu'on n'est forcément pas rentable. Alors, pourquoi faire de la recherche et innovation qui soit responsable devrait-elle coûter plus cher? Je m'oppose à ça, j'ai quelques exemples. En tout cas, là, je pense à un qui n'est pas dans votre secteur, mais qui n'est pas loin, qui sont des produits de lessiviels et qui ont complètement conçu leur modèle économique pour retirer tous les produits polluants de leur conception de produits. Et ils sont sur un marché extrêmement compétitif et ils gagnent des marchés. Je veux dire, il n'y a pas... c'est pas une raison. On peut être un très bon éco-responsable et être rentable, et on peut être un très bon non-responsable et gagner de l'argent. Ça n'est pas lié. En tout cas, ce n'est pas une fatalité. Très bien. Merci beaucoup, Anne. On va prendre une dernière question et après on va passer au talk suivant. Une question de Amot. Comment vendre à la même cible si le prix de production augmente car écologique? Peut-être en louant. Peut-être ça dépend quoi, voilà. Et peut-être en changeant le modèle économique. Je vais vous donner un exemple, je sais qu'il nous reste 1 minute, mais je donne un exemple. Un fabricant de moquettes qui avait, la moquette c'est un produit très polluant, d'accord, parce qu'il y a de la colle, une sous-couche, etc. Un fabricant de moquettes a changé son modèle économique en disant, je ne vais plus vendre des moquettes qui sont quasiment non recyclables, je vais vendre l'usage de la moquette à des entreprises. Ils vendent l'usage de la moquette. Au bout, ils ont un contrat. Au bout de quelques années, ils récupèrent la moquette qu'ils ont conçue eux-mêmes pour pouvoir être désassemblables et remettre dans leur cycle de production. Et du coup, ils ont réglé un énorme sujet qui était l'accès à la matière et la non-recyclabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est que revoir le modèle économique, c'était la première question que vous posiez sur l'usage et la propriété. Oui, c'est certainement pas simple. Loin de moi l'idée de dire que c'est simple. Mais en tout cas, revoir les modèles économiques, peut-être, pour vendre à la même cible. Anne, on arrive au terme de notre discussion. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Désolée de ne pas répondre à tout et de garder cette idée que c'est complexe. Bon courage à vous tous. Je sais combien votre secteur d'activité agit parce qu'on sait que c'est un secteur qui est polluant et je sais combien vous agissez. Donc, bravo, continuez à agir en ce sens et encore merci de votre invitation.